Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Très heureux de vous retrouver pour notre numéro de Culture Business. Alors, Culture Business, c'est une émission qui nous permet de donner un autre sens à l'économie, et de faire une économie qui nous ressemble, puisque Culture Business, même l'orthographe donne une prédisposition, puisque nous l'écrivons avec un K qui est le K de Karukira. Donc, comment entreprendre, comment faire avancer notre économie dans une déclinaison qui serait la nôtre. Alors aujourd'hui, nous allons faire une projection dans cette thématique qui est la Guadeloupe de 2030-2040. Comment l'imaginer, avec quelle économie? Et pour ce faire, nous avons en plateau M. Joël Raboteur qui est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Nous avons M. Alain Nagam qui ne va pas tarder, qui est le président de la FTPE. Et nous aurons aussi M. Sébastien Matoua Parsad, qui est économiste, qui sera au téléphone avec nous. Nous aurons aussi en préambule M. Gilles Casimir qui nous a donné son sentiment sur cette réflexion. Et ensuite, nous allons avancer dans l'émission. Alors, je vais saluer mes amis. Bonjour à vous, comment ça va? Très bien, merci. Ravi de vous revoir, auditeurs de Canal 10. Toujours en forme pour Culture Business, donc ça va. Tout bien. Ouais, moi, je suis moins en forme. J'ai la grippe. Ça ira. Je sais que ça n'existe plus, la grippe C'est aujourd'hui. ça, la grippe n'existe plus. Alors, vous faites un autre, c'est vrai. Ça n'existe plus, mais voilà. Moi, je l'ai eu, donc... Il y a l'énergie qui est présente. Voilà. Mais quand on sait qu'on va rencontrer nos auditeurs, ça vous donne de la force, ça vous donne de l'énergie. Tout à fait. Et vous vous prédisposez. Voilà, c'est ça. Alors, on va tout de suite partir dans le premier sujet avec M. Casimir dans son interview et ensuite on ira directement vers nos invités. N'hésitez pas à intervenir à tout moment puisque cette émission est un forum. On va discuter avec M. Raboteur. Merci d'être là parce que vous avez eu beaucoup de moments dans ce pays, tracé des directions. Très souvent, vous avez écouté, d'autres moments non. Moi, je vous ai suivi à l'époque, je faisais de la radio, on a eu l'occasion de faire une émission. Et malheureusement, on ne comprend pas pourquoi les économistes ne sont pas si souvent sur les plateaux alors que la problématique est très souvent portée et les réflexions, vous les amenez. Donc voilà, M. Matoua Parsad, justement, on ne le voit pratiquement pas en télé ni en radio et nous allons décider de lui donner la parole. Alors tout de suite, on va partir en vidéo. M. Nagam, bonjour, comment allez-vous? Ça va. Ok. Alors, Gilles Casimir, bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, tu es coach professionnel et en développement personnel spécialisé dans le développement d'entreprises, c'est bien ça? Oui, j'interviens en entreprise et auprès de particuliers également. Vous avez mis en place un collectif pour proposer un projet pour la Guadeloupe. Oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Ouais, et ensuite, on va rentrer dans le sujet. Ouais. Oui, en fait, on a souhaité créer un engouement populaire, une pression populaire pour inviter nos représentants à travailler dans la mise en œuvre d'un projet guadeloupéen de société. Voilà, c'est ce qu'on souhaite. Donc, on n'est pas dans la création de projets pour le proposer à la population. Ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde se mette autour de la table dans le cadre d'un congrès des élus et qu'ils fassent ce qu'ils ont décidé depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire mettre en place un projet guadeloupéen de société. Voilà. Très bien. Alors justement, nous allons avec toi faire une projection dans la Guadeloupe de 2030, dans 20 ans. Nous avons connu un certain nombre de parties de problématiques, des crises successives, et on a l'impression que le pays, au niveau de son économie, au niveau de ses orientations, peine. Alors, comment tu vois, quelles sont, selon toi, les problématiques que nous rencontrons en termes d'économie et comment y remédier? Comment voir cette Guadeloupe dans une projection dans 20 ans? Alors, sur le plan économique? Tout à fait. Que sur le plan économique? Si rien ne change, c'est la catastrophe. C'est la dépendance qui va s'accentuer, c'est la production qui va pratiquement disparaître, puisque c'est déjà le cas. C'est la consommation qui va augmenter. Ceux qui pourront suivre, qui auront le pouvoir d'achat suffisant, ben, ils vont essayer de survivre. Et ceux qui ne pourront pas,
ils vont essayer de quitter la Guadeloupe en essayant de trouver des lendemains meilleurs ailleurs. Et puis d'autres personnes avec de pouvoir d'achat plus important vont venir s'installer ici. Je dis bien, si rien n'est fait, c'est ce qui va se passer dans 20 ans. Voilà, c'est la suite logique, c'est l'aggravation de ce qui se passe aujourd'hui. On parle justement de proposer un projet guadeloupéen qu'on attend depuis un bon moment. Les forces économiques, justement, attendent une certaine stabilité parce que l'économie a besoin, justement, d'un socle et d'une projection pour être dans la phase de développement. Alors, qu'est-ce que, selon toi, il faudrait faire pour que nous puissions dire que dans 20 ans, nos jeunes se forment en Guadeloupe ou se forment ailleurs, mais travaillent en Guadeloupe? Souvent, on dit qu'il n'y aura pas de travail pour tout le monde. On dit que le pays est petit. Comment toi, tu vois, avec justement ton groupe, tes analyses, comment tu vois cette Guadeloupe de 2030? Alors, je suis assez serein là-dessus parce que c'est une réflexion qui a déjà été portée depuis de nombreuses années. Et j'invite tout le monde à rechercher la déclaration de Basse-Terre, tout simplement. La déclaration de Basse-Terre qui remontait à 20 ans, où Lucette Michaud-Chevry, Karam pour la Guyane et M. Marie-Jeanne pour la Martinique, où ils se sont tous mis d'accord sur le constat. Et le constat de l'époque, vraiment, il faut le lire. J'invite tout le monde à aller le chercher. Quand vous lisez ça, vous avez l'impression qu'ils décrivent la situation d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils savaient déjà quoi faire. Ils savaient qu'il fallait une évolution institutionnelle, ils savaient qu'il fallait une évolution statutaire pour disposer des compétences nécessaires pour répondre à la problématique. Ils parlaient déjà de chômage, ils parlaient déjà de tout ça. Ils parlaient même de l'eau, déjà à l'époque. Donc, on sait tous ce qui doit être fait. Et c'est ça le plus choquant, en fait. C'est ça qui est le plus choquant. Depuis 20 ans, savent ce qu'on doit faire. Et le plus grave, c'est qu'à chaque congrès des élus, ils l'ont acté, ils ont décidé, ils étaient OK pour le faire. Mais ensuite, il y a le jeu des partis, il y a les élections qui arrivent, qui reportent à chaque fois à plus tard, et on est encore dedans aujourd'hui. Aujourd'hui, si on avait une spécialité législative, on ne serait pas à chaque fois en train de demander des dérogations, des habilitations, des ceci, de cela. La Guadeloupe, c'est le territoire ultramarin qui a le plus, dans son histoire, bénéficié de dérogations à des lois. On voit encore aujourd'hui, on demande à ce que ce soit retardé. Mais réglons le problème une fois pour toutes et disposons des compétences qui nous permettent de décider quand on accepte qu'une loi soit applicable chez nous ou pas. Prenons nos responsabilités. Voilà. Donc, oui. Oui, vas-y. Excuse-moi, vas-y. Non, mais je disais, c'est même pas l'analyse de Casimir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont occupé tous les postes de pouvoir, qui connaissent les arcanes du pouvoir et qui ont tiré ces conclusions depuis 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait? J'ai l'impression que la population doit comprendre qu'elle doit reprendre le pouvoir. La population doit reprendre le pouvoir. La population doit exiger. Voilà. Donc, alors, cet entretien avec M. Casimir on va la reprogrammer en deuxième partie d'émission. Donc, je me retourne vers nos invités. Monsieur Nagam, bonjour. Merci d'être là. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération des petites entreprises. Alors, je vais vous poser tout de suite la question. Monsieur Casimir a mis les doigts dans la plaie directement. Alors, déclaration de Basse-Terre, et il dit aussi une phrase importante. On sait tous ce qui doit être fait. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que pour se projeter, pour avoir une Guadeloupe qui souffre moins, comme vous avez dit, monsieur Nagam, est-ce qu'on sait déjà ce qu'il faut faire? Et si on le sait, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on passe de ce vœu vers une réalité? Mais je dis mieux, je dirais qu'il faut aller lire le projet de Rémi Souta. Ah ouais, même là, d'accord. Oui, Rémi Souta disait déjà ce qu'il fallait faire. En tout cas, moi je suis très content d'être ici. C'est vrai que souvent, culture business, mais il y a une chose que j'ai faite, c'est que je suis déjà dans culture business. C'est-à-dire que je suis en train de réunir des jeunes guadeloupéens, fortement diplômés, compétences en termes surtout autour de l'élevage. D'accord. Et aujourd'hui, je suis à 3, mais je voudrais qu'il y ait plus, parce que
quand on veut effectivement faire développer un territoire, il y a bien sûr la partie politique, mais on ne peut rien faire sans l'économie. Et aujourd'hui, effectivement, je suis en train de réunir ces jeunes-là, parce que ça sera à eux demain de diriger ce que nous avons créé. Donc nous sommes en plein culture business. Et là, nous sommes autour d'un projet sur la relance pour la volaille, la filière volaille. Mais nous sommes dans un dispositif de chaîne de valeur. Formation, d'abord, production, transformation, packaging, commerce, distribution. Donc, c'est cela que nous sommes en train de faire parce que j'ai interrogé un certain nombre de partenaires extérieurs, notamment l'ancien président de la FTPE nationale, qui, lui, a contribué à mettre sur pied en Europe 18 abattoirs de poulet. Donc, son métier est d'ingénieur. Donc, il est prêt aussi à accompagner ces jeunes-là, à partager son expérience pour qu'ils puissent réussir. Et je dis que j'ai l'expérience qui a été faite en Haïti, où ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de relancer leur économie et donc de réduire en fin de compte le pourcentage d'importation. Donc, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se mange le plus? C'est le poulet. Donc, qu'est-ce qui est plus facile à mettre en œuvre avant de passer à l'affinage de viande bovine, par exemple? C'est le poulet. Et ils ont réussi. Aujourd'hui, ils sont en train de finaliser leur projet. Donc, je dis que plus que jamais, avec ces jeunes-là qui ont la compétence, parce qu'ils parlent de savoir être de l'animal, ils parlent de métier de vétérinaire, ils parlent effectivement de la culture même de la volaille, c'est-à-dire une autre méthodologie que nous n'avons pas connue par avant, parce qu'ils viennent, bien entendu, de France. Ils parlent de méthanisation à partir de la fiente de poulet. Donc, en fin de compte, c'est toute la chaîne de valeur qui est en train de mettre en place. Donc, cela... Et je partage ça avec eux parce que nous avons décidé, en 2 mots, concurrencer l'importation de poulet. C'est-à-dire que nous voulons effectivement développer les mêmes choses. C'est-à-dire que c'est que ça pour le congeler, nous pouvons vendre plus ça plus congelé, nous pouvons vendre en frais, nous pouvons vendre congelé, nous pouvons vendre, et jusqu'à les plats cuisinés, commercialisation des plats cuisinés. Parce que souvent, on sait qu'on est dans le prêt-à-manger. Maintenant, on va dans les supermarchés, etc. Et on prend une plaquette, effectivement, on passe au micro-ondes et on mange. Et nous savons que nous avons une école hôtelière où on a pléthore de jeunes qui sortent, qui savent faire la cuisine. Donc ces jeunes-là, ils auront en fin de course de la chaîne de valeur de proposer des recettes pour effectivement des plats cuisinés à partir du poulet. Donc on ne va pas seulement faire l'élevage de poule pour le vendre pour le 6 pieds, mais on va effectivement développer effectivement une filière qui donnera du travail à la jeunesse guadeloupéenne. Ce n'est qu'un exemple parce qu'on a d'autres, et même autour du projet de la cannabiculture, parce que je dis bien cannabiculture, avec tous les jeunes chercheurs. Moi, je suis étonné de voir le nombre de chercheurs qu'il y avait en Guadeloupe. Et qui sont à l'INSERM. Pas seulement à l'INSERM. Et pas seulement à l'INSERM. Monsieur Raboteur. Oui, eh bien, donc on va déjà dans les solutions, mais je voulais juste réagir sur ce qu'a dit M. Casimir et ensuite revenir un peu sur l'aspect solution. Donc il y a eu un diagnostic, donc tu as parlé effectivement donc, de Rimine Souta, mais il ne faut pas oublier aussi le fameux livre blanc, notamment le fameux rapport Malo à l'époque, ça s'était développé, ça s'était déroulé à l'université où on avait mis en avant les blocages en termes donc, du développement économique pour la Guadeloupe. Et c'est vrai que le développement, c'est quelque chose qui est important pour nous, économistes, puisque l'objectif, quand on cherche la finalité de l'économie, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu économiste, c'est comment faire pour améliorer le bien-être de ma population. Voilà la finalité de l'économie. C'est l'économie du bien-être. Et pourquoi pas, on parle maintenant de l'économie du bonheur, mais nous n'y sommes pas encore. Il faut regarder un peu quels sont les facteurs de blocage. Donc il y a bien sûr des facteurs institutionnels. Bon, je pense que on le sait, on se rend compte maintenant des difficultés que nous avons, ne serait-ce que pour mettre en action certains projets. Par exemple, si vous voulez développer la mer, eh bien, s'il y a une compétence qui n'est pas la vôtre, si vous voulez coopérer dans la Caraïbe, eh bien, il faut faire attention puisque vous êtes sur la chasse gardée donc, de l'État. Il y a un certain nombre de blocages qui sont propres, mais il y a aussi eh bien, des insuffisances chez nous. Et j'ai beaucoup apprécié donc, l'intervention donc, d'Alain qui parlait en premier de la formation. Et c'est vrai que la formation, c'est la base de tout. La formation, c'est la base de tout. Alors, je suis assez bien placé pour la formation, puisque je vais profiter de l'occasion pour parler donc, des projets que nous avons au niveau de l'université. On se rend compte que très souvent, beaucoup donc, de nos jeunes
veulent devenir entrepreneurs. Et c'est vrai que pendant des années, on a formé donc des juristes, on a formé donc des professeurs, on a formé, c'est pas un reproche, hein, mais c'est un constat. Et on étudie beaucoup l'offre, mais aussi la demande. Et on se rend compte que la jeunesse guadeloupéenne a besoin, a envie d'entreprendre. Est devenu, donc il porte des projets, d'accord. Et c'est vrai que on avait un problème dans notre parcours professionnel. Il nous manquait donc de formation. Donc c'est pour ça que à partir donc de 2022, nous mettons en place l'IAE, donc l'Institut d'administration d'entreprise, pour former de véritables gestionnaires, des stratèges, donc des gens qui savent monter un projet de A jusqu'à Z, d'accord. Accompagner les chefs d'entreprise avec les différentes notions, donc pas simplement que des comptables, mais aussi bien quelqu'un qui vont faire la gestion administrative, gestion commerciale, gestion comment dirais-je, comptable aussi, d'accord. Donc on a besoin véritablement donc de gens qui soient qualifiés. Et aujourd'hui, eh bien, je pense que le marché est mûr. Quand je parle de marché, c'est notre jeunesse. Il y a une demande qui émane donc de cette jeunesse, on l'y voit. Et c'est clair que M. Casimir mettait l'accent sur cette diminution de la population guadeloupéenne. Et on se rend compte, moi je regardais les statistiques de quelqu'un qui enseignait donc, la démographie en Guadeloupe. Il disait que normalement en 2000, on devrait être à 500 000 habitants en Guadeloupe. Alors 500 000, c'est un chiffre important pour nous économistes. Parce que c'est à partir de 500 000 qu'on peut faire ce qu'on appelle, on peut commencer à prévoir à être un marché. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, si vous n'avez pas 500 000 consommateurs, ils ne viennent pas chez vous. Donc c'est quand même important. Or, regardez le nombre, la baisse de cette population. D'accord? C'est assez impressionnant. On ne parle même pas de... On est à 400... 316 000. Dernier chiffre. Donc on a perdu énormément donc, de cette population. Ouais. Alors, qui s'explique, hein? Qui s'explique de façon très simple. Ces jeunes qui ne trouvent pas de formation sur place sont obligés de poursuivre là-bas. Donc, quand ils poursuivent, que ce soit, quand je dis là-bas, c'est l'Hexagone, mais aussi, c'est le Canada. D'accord? Et quand ils arrivent sur place, eh bien, ils font leur premier stage. Et en général, vous savez qu'un stage débouche sur un emploi. Donc, on perd une bonne partie donc, de notre jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui est en âge de procréer. Donc, la dynamique démographique, on la voit tout de suite. Donc, vous partez, eh bien, le jeune est installé, je ne sais pas moi, à Montréal, au Québec, eh bien, il va avoir 3 enfants. 6 enfants vont naître canadiens. Il va venir en vacances, mais il ne va pas tout de suite. Et ce que nous recevons comme Guadeloupéens, ce sont ceux qui ont fait leur carrière, d'accord, dans l'Hexagone ou ailleurs, et qui viennent, en fait, pour mourir. Donc, en fait, la Guadeloupe devient une île mouard, d'accord, en fin de cycle, où on vient parachever sa vie, régler ses derniers petits problèmes. Ce n'est pas un reproche, mais c'est un constat que l'on fait. On devient une île pour retraiter. Et ça, c'est mauvais. Et il faut que l'on puisse changer la donne. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons les potentialités pour le faire. Et en plus, je dirais qu'on a un certain nombre de défis à relever. On ne parle pas souvent de ça, mais parmi les défis, on a un défi important, c'est la responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous importez, par exemple, tu as parlé donc, des cuisses de poule, quand tu importes, eh bien, tu as une taxation carbone. Donc, normalement, tout milite pour favoriser la production locale. Aujourd'hui, il faut qu'on s'arrange pour que l'on puisse produire localement le maximum de choses pour éviter effectivement donc, de gonfler notre bilan carbone. Donc le réchauffement climatique, c'est une réalité. Et aujourd'hui, par exemple, le choix d'un conseil, une entreprise, mieux vaut privilégier une entreprise locale qu'une entreprise qui va dépêcher sur place donc, des moyens humains et matériel et qui va plomber en fait donc la dimension environnementale. Donc on a là des éléments très importants et le premier que je mettrai sur la table qui nous obliger en fait à repenser notre façon donc de consommer, notre façon également donc de vivre régulièrement, eh bien c'est justement cette fameuse cette obligation qui sera faite de repenser la façon dont on va produire. D'accord? Donc ça, c'est un premier point sur lequel je reviendrai ultérieurement. Très bien. François Aimé.
Oui, je reviens vers M. Nagam qui disait tout à l'heure, il a développé des valeurs. Quelles valeurs que vous avez mises en place avec ces jeunes Guadeloupéens? Non, mais quand on parle de chaîne de valeur, on parle d'une chaîne de valeur économique, D'accord, c'est-à-dire à j'ai bien tous les compris. strates, développer l'emploi. C'est-à-dire que dans la première valeur, c'est la formation. La formation des hommes, obligatoirement, parce que dans le schéma qu'ils vont occuper. Parce que pourquoi? Parce que la formation qu'ils vont recevoir va les conduire à construire le projet, à construire une entreprise ou la coopérative qu'ils vont eux-mêmes diriger demain. C'est eux qui vont diriger. Ils vont diriger pour produire, pour transformer, pour commercialiser, pour packager d'abord, pour commercialiser et distribuer. Mais la distribution, c'est toujours vers l'export ou le service rendu. C'est-à-dire que on est en train de reconsidérer justement ce qui se fait à l'université et pour leur donner un autre schéma de développement économique. On leur dire effectivement, des professeurs on en a, des experts comptables on en a, etc. Maintenant, nous devons être formés sur les métiers et l'avancée des métiers. En quelque sorte, c'est ça, parce qu'on ne peut pas avancer vers la croissance si on n'a pas une chaîne de valeur. Tout à fait. Alors, Brigitte, tu avais... Oui, alors pour aller Et dans... je partage à 100% l'analyse que tu viens de faire. Alors justement, je rebondis sur l'analyse de M. Rabouteur. Donc il s'agirait en fait aujourd'hui, tant pour la population de la Guadeloupe que pour les élus, de se poser la question comment ancrer un développement économique endogène comme véritable vecteur de croissance, véritable vecteur de création de richesse, en tenant compte, en faisant en sorte, en tout cas, qu'il y ait une adéquation avec l'environnement et en tenant compte de différents volets. Donc, vous avez parlé du volet environnemental avec la responsabilité des entreprises, mais aussi le volet sociétal via le vieillissement de la population et la dépendance des seniors qui se fera de plus en plus croissante, puisque de mémoire, l'INSEE a produit une publication qui dit qu'en 2030, donc dans moins de 10 ans, on aura beaucoup plus, alors près de mémoire, on aura près de, je me retrouve plus dans mes, alors près de 28 000 personnes âgées en Guadeloupe. Donc, ce qui implique en fait une augmentation de la prise en charge en termes de logement, en termes de revenus, donc de dispositifs d'accompagnement financier, je dirais, et puis d'hébergement de cette population. De santé, tout à fait, de prise en charge de mode de santé, des métiers de santé. Et d'infrastructures Et aussi. d'infrastructures pour les recevoir. Donc l'écosystème, en fait. Absolument. Voilà. Il y a tout des corps de métiers, en fait, de nouveaux, Tout à fait. autour justement de cette frange de la population. Mais est-ce là l'avenir de la Guadeloupe? Justement, il y a un député qui a fait un document avec une analyse qui parlait des EHPAD et d'alternatives aux EHPAD pour la Guadeloupe d'après, la Guadeloupe et la Martinique. Mais on a l'impression qu'on ne voit pas nos pays comme des pays qui peuvent imaginer une vraie évolution en fait. Alors le député en question dit que voilà une perspective, donc ça veut dire les seniors, donc une perspective économique, voilà. Mais on ne parle que de nos problématiques, mais on ne voit pas le potentiel. Sur la question des plantes médicinales, on a eu de cesse de parler de ces questions. Il y a un potentiel immense qui est sous-exploité. Sur la question des énergies, là encore, avec la géothermie, etc., il n'y a aucun marché qui est ouvert sur ces questions-là. Il n'y a aucune réflexion, comme si la mer... Pas à la FTPE. Ah, mais c'est pour ça qu'on vous invite souvent. Parce à la FTPE, nous avons sorti le manifeste pour l'émergence de l'économie guadeloupéenne par l'industrie, le potentiel industriel de la mer. Et nous avons proposé le projet Guadeloupe Éolien Offshore. Donc, on est sur ce volet-là. Sur la biodiversité végétale, oui, aussi, nous y travaillons parce que nous avons bien compris que nous ne pouvons plus donner du travail à nos petites entreprises dans le cadre de l'économie de comptoir dans lequel nous sommes, parce qu'il y a plus fort que nous. Il y a plus fort que nous, parce qu'ils y sont depuis plus de 400 ans. Donc, est-ce qu'on va venir les concurrencer là? Je dis non. Donc, aujourd'hui, nous devons être inventifs. Et effectivement, regardez cette richesse que nous avons de la biodiversité végétale et que nous devons développer. Mais là aussi, parce que on sait qu'on a besoin moi, plus que jamais, on recherche des partenaires qui fonctionnent en réseau. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en culture business, parce que dorénavant, il faudrait que vous puissiez être en capacité de réunir toute cette réflexion et toute cette propension à développer
des velléités, mais aussi des créations d'entreprises. Parce que là, nous devons arrêter de parler beaucoup, donc nous créons. Donc nous devons créer, et ce que nous faisons fort. J'ai des partenaires aujourd'hui, enfin la FTP a des partenaires au Canada, dans le cadre de la recherche et du développement. Nous avons des partenaires en Europe, dans la recherche et le développement. Et nous avons aussi des partenaires scientifiques. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec le consortium Paris, et je félicite d'ailleurs le président Jean-Qui qui nous quittera bientôt, mais il a eu cette audace de créer le consortium c'est pour la recherche et le développement. Mais la recherche et le développement, ça devrait, j'espère que son successeur continuera, parce que c'est là où les choses se passent, parce que l'université doit produire les chefs d'entreprise de demain. Alors justement, M. Rabouteau, je reviens vers vous, justement sur cette question-là des alternatives en termes de projection. Moi, j'aimerais comprendre depuis longtemps, beaucoup, comme M. Nagam, comme vous-même, même pour la question du tourisme, vous avez beaucoup contribué sur cette question. On fait du tourisme en Guadeloupe, mais on n'a pas vraiment, la Guadeloupe, on n'a pas travaillé sur son identité. Vous voyez? Donc on dit, bon voilà, on va faire venir 5 millions de touristes. Et on fait quoi? Mais nous, on a lu Joël Rabouteur aussi à la FTPE. Mais justement... Non, on a lu, parce que lui, il parle d'industrie. mais justement, même l'industrie culturelle, la Guadeloupe aujourd'hui, le monde entier regarde la Guadeloupe. Pourquoi on n'arrive pas à transformer, M. Rabouteur? Alors, je voulais juste faire une remarque importante. Madame a parlé d'endogène. Ça, c'est un concept clé aujourd'hui. Endogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre développement doit être pensé par nous-mêmes. D'accord? C'est ça l'endogène. Il faut bien comprendre. Hein? C'est pas aller dire, tiens, je vais copier ce qui a été fait ailleurs. Donc, c'est à nous d'inventer notre propre modèle de développement. Ok? Ça, c'est ça l'endogène, la base. Et en général, quand c'est nous qui inventons quelque chose, ça marche plutôt qu'on nous l'impose. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui va dire, tiens, voilà, vous avez plein de personnes âgées chez vous, faites du tourisme de retraite, d'accord? Non, il faut que ça vienne de la base, que ce soit nous-mêmes qui puissions porter ce projet-là. Ça, c'est très important et c'est vraiment un concept sur lequel j'abonde et j'adhère vraiment. Il y a un deuxième élément important. Il y a une citation de Schumacher qui disait « Small is beautiful ». Dans l'esprit de beaucoup, on disait « Quand un pays est petit, c'est un handicap, l'exiguïté territoriale ». Je rappelle que si vous prenez par exemple Barbade aujourd'hui est considéré comme un pays développé. Quand vous prenez les indicateurs de développement, c'est beaucoup plus petit que la Guadeloupe. C'est un pays ayant un PIB très développé, très élevé, hein, donc équivalent à un pays tel que la France ou la Suisse. D'accord? Quand je rapporte ça au nombre d'habitants. Donc, ce n'est pas la taille qui met en place le développement. Par contre, quand on regarde un peu le projet de développement de Barbade a commencé très simplement en se disant, bon, qu'est-ce qu'on a? On va développer l'intelligence. D'accord? Donc, ils ont développé des innovations. Ils ont commencé par des circuits intégrés, donc l'informatique. L'informatique apparaissait au départ. Et ensuite, ils ont créé effectivement une branche importante, puisqu'il faut savoir que l'université des West Indies a une antenne à Barbade, hein, donc il y a Mona, il y a plusieurs, et ils ont créé effectivement de l'intelligence. Donc les gens viennent du monde entier pour étudier là. Ensuite, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas d'agriculture, donc le sol est pauvre, d'accord? Donc pour ceux qui connaissent Barbade, il n'y a pas grand-chose, d'accord? Bon, ils ont regardé, ils ont fait un constat sur ce qu'on appelle le diagnostic territorial. Et puis ils se sont dit, tiens, on a quelque chose de très bien, on a de belles plages, eh bien on va développer un tourisme haut de gamme, à très forte valeur ajoutée. Alors j'insiste sur la notion de valeur ajoutée. Et ça, c'est important de comprendre ça. Je vais prendre un exemple très simple. Une tonne de cacao exportée par la Côte d'Ivoire. La tonne de cacao coûte 1 000 €. Donc vous allez sur Internet à peu près, ça varie. Le coût de la tonne de cacao, c'est 1 000 €. Les Suisses achètent cette tonne de cacao. Rien qu'avec cette tonne de cacao, donc ils vont transformer donc, la matière première et ils se font 150 000 €. D'accord? En vendant en produits finis. Qui a créé le plus de valeur ajoutée? On voit bien que ce n'est pas le pays qui produit le bien. C'est vraiment la Suisse qui a créé le plus de valeur ajoutée. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc la valeur ajoutée, en fait, c'est la transformation donc, du produit brut. D'accord? On
on a beaucoup de produits ici que l'on exporte brut, qu'on pourrait déjà transformer. Okay? Alors, tu as pris l'exemple donc, du poulet, effectivement, très bien, mais on peut même intégrer dedans d'autres paramètres. D'accord? Tu peux intégrer par exemple la qualité du produit, donc ça rentre dans la notion de RSE. Tu peux intégrer en disant, bon, ton poulet coûte plus cher, mais attention, ça crée des emplois localement. Tu peux intégrer la notion de traçabilité, puisqu'on sait très bien que maintenant, beaucoup donc, de poulets sont élevés aux hormones, etc. Donc on n'a pas de lisibilité, on ne sait pas d'où ça vient. Vous achetez par exemple un poulet venant de Hollande, vous savez pas, de Pologne, de la vous savez pas Roumanie. qu'est-ce qu'on vous donne, vous constatez que vous faites que gonfler, d'accord. On a maintenant une population qui commence à, comment dirais-je, s'intéresser à sa santé, d'accord, qui évite de manger trop de farine, parce qu'ils se rendent compte que, donc là, on commence à être éduqué à la pédagogie, hein, que la farine, eh bien, ça vous fait gonfler. Donc, bon, les gens veulent chercher d'autres types de farine. Par exemple, la farine donc, d'igname, de fruits à pain, de banane verte, etc. Et quand je parle de produits dérivés, c'est ça. Donc, il faut véritablement que l'on puisse créer cette économie alimentaire qui commence depuis la base, depuis l'école. D'accord, de façon à sensibiliser justement notre jeunesse à comment mieux manger, d'accord, pour gagner effectivement donc comment dirais-je, en espérance de vie. Alors notre handicap, je dirais, ce qui nous a coûté, comment dirais-je, coûté très cher en fait, c'est que on est en Guadeloupe un pays avec de nombreux avantages. En fait, on a trop d'avantages. D'accord, c'est ça le paradoxe. On a trop d'atouts. D'accord, on a la montagne, on a la mer, on a des récifs coralliens, on a une biodiversité, on a une mangrove, on a tellement de choses qu'on ne sait pas par quoi commencer. On a des athlètes de haut niveau, on a une culture qui est mondialement reconnue, on a le cas qui est... bref, Et on a un savoir-vivre. On a un savoir-vivre, on a le plus de chercheurs au mètre carré. Ça, bon, nous, pas ça. Oui. Mais la Guadeloupe, c'est le pays où il y a le plus de chercheurs au mètre carré. Donc, on a tellement de choses. Hein, on a plein de jeunes qui obtiennent donc leur doctorat. Bon, bref, on a tellement d'atouts, d'accord, que finalement, on ne sait pas à quel sein se vouer, quel axe de priorité. Et c'est pour ça que c'est important de travailler, en réseau, d'accord. Et moi, je milite beaucoup sur le réseau. D'accord? Je crois que là, il faut que les gens travaillent en réseau. Pas réseau, je parle de réseau, travailler ensemble, puisque personne n'a vérité seule. D'accord? La vérité, c'est le partenariat. Donc moi, je crois au crowdfunding, je crois beaucoup à toutes les opérations, au Fab Lab, je crois aux tiers-lieux, d'accord? À ces lieux de rencontre où les gens vont se façonner donc une idée. J'ai développé avec mes étudiants, par exemple, eh bien, je leur ai demandé de réfléchir sur l'innovation sociale. Comment vous imaginez, par exemple, dans votre quartier, mettre en place des jardins partagés, l'innovation sociale. Et voilà ce qui va permettre de créer du lien. Vous avez des gens, par exemple, j'habite du côté du Lamentin, je vois que j'ai une résidence qui est là, les gens vous disent qu'ils s'ennuient. Et pourtant, ils ont plein d'espaces verts autour, d'accord? Il y a des pieds de fruits à pain où les fruits à pain tombent par terre. Bref, tout est là. Personne. Donc, parce qu'il manque effectivement un tiers-lieu pour dynamiser tout ça. Donc je suis dans cette démarche d'innovation sociale, de façon à recréer ce lien-là. Et ça correspond un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'endogène. Vous avez parfaitement raison, je dirais, parce que c'est pour ça que nous, on veut être dans l'action. Et bon, je salue quand même Monsieur le maire et président de Cap-Excellence Eric Jalton qui a perdu sa mère hier soir, mais avec qui nous sommes en train de travailler sur l'ancienne école maternelle Bouécasse-Arézé. Et on occupe tout le site, justement, et là où on pourra d'ailleurs intégrer, parce que plutôt que de parler de coworking, on parlera de culture business. Parce que c'est le choix qu'on a fait, parce qu'on a récupéré 4 salles pour justement faire cet espace. Et comme il y a un préau et une grande cour, ça sera un lieu où les jeunes, c'est une cafétéria, on va installer des jeunes expérimentales. Par exemple, chaque mois, ça sera un jeune cuisinier qui viendra vendre sa production sur un mois. Et ça sera le lieu de débat, d'échange entre ceux qui veulent se mettre ensemble. Et là, on a présenté ce projet-là avec Jalton. Il est très enthousiaste. Il dit, nous, mais fait manœuvre, qui tient ça qui est fait. Parce qu'aujourd'hui, il faut créer ça, parce qu'on a besoin de regrouper la jeunesse guadeloupéenne dans un lieu.
tiers-lieux, comme tu dis, pour pouvoir sortir tout ce qu'ils ont dans leur tête, cette envie qu'ils ont de créer. C'est là que ça va se passer. Et j'espère que d'autres communautés d'agglo vont faire pareil. Parce qu'on a besoin, c'est pas un seul lieu qui va suffire, mais par contre, on a besoin de mûrir la réflexion pour pouvoir la transporter vers autre chose. Et c'est vrai, quand on parle de valeur ajoutée, et la valeur ajoutée va aussi à la qualité de notre produit. Aujourd'hui, c'est que ce qui est petit est cher, ce qui est petit est beau. Et cette conception-là doit rentrer dans la tête de la jeunesse. Ça, il l'est déjà, mais ils ont besoin de pouvoir l'exprimer. Mais si on restait dans le schéma actuel, où on se rend compte que nous sommes dans le acheter pour vendre et que le système effectivement est là, on est moribond, on nous donne du RSA, on nous donne de la CAF, on nous donne un certain nombre de choses, justement pour... Comme on dit, il faut faire de la résilience. Ça, c'est pas la résilience. C'est-à-dire qu'on vous oblige à rester sur place, à aller camper à Pâques, courir le carnaval, et on vous donne des moyens de pouvoir, pendant les grandes vacances, à aller dans un hôtel, etc. Je pense que là, on est en train de tuer la jeunesse guadeloupéenne. Et cette jeunesse-là doit réagir, de dire que nous valons plus que ça. Quand vous dites on, M. Nagam, c'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui sont déjà des responsables politiques doivent leur prendre pour eux, mais aussi toutes les grandes entreprises que nous avons sur le territoire, qui sont plus occupées aujourd'hui à s'assurer de comment leur progéniture vont pouvoir résister, parce qu'ils sont guadeloupéens comme nous, ils veulent rester en Guadeloupe. Donc, mais pour vivre en Guadeloupe, ils veulent s'assurer de la qualité de vie qu'ils doivent toujours avoir. Comment vous expliquez que on est dans un pays, justement, on a parlé de ce millefeuille, avec l'État d'un côté, le conseil départemental, le conseil régional, etc., les EPCI, la CCI d'un côté et les autres chambres consulaires, qu'on n'ait pas au moins une réunion, une réflexion commune, une assemblée commune pour avoir des réflexions. C'est tout le monde n'a qu'à y en sens sérieux, tout le monde n'a qu'à passer par là. Et on a l'impression que nous avons traîné des mots à la Guadeloupe depuis l'année. Chacun défend son précaré. Ouais. Il suffit de regarder la structuration de Jarry. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire de Jarry? On a cherché à embellir Jarry, à fleurir Jarry, pour en faire un centre commercial à ciel ouvert. Qui en profitera? Ceux qui y sont déjà installés. Mais aujourd'hui, on a le Nord-Ganterre, moun ka vwe misère. On a le nord Basse-Terre, moun ka vwe misère. On a le port de Basse-Terre auquel on a fait un port de secours. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une grève, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une politique qui a été mise en place par les autres et que nous sommes en train de subir. Nous subissons. Est-ce que ça veut dire, M. Nagam, que le système de gouvernance qu'on a aujourd'hui ne nous sait pas, ne nous provient pas? Alors, comment doit-il évoluer? Mais on le constate tous les jours. Quand on se réveille le matin, comment doit-il évoluer? Par la responsabilité et la décision de dire que nous devons savoir vivre par nous-mêmes, par notre biodiversité. Et je le dis encore, la Guadeloupe est un des départements les plus riches de France en termes de sa biodiversité végétale. Alors, j'aimerais... Et nous avons 90 000 km² de zones exclusives économiques, et dont 8 000 km² de zones de mangrove, où on peut développer l'écocide marin, jardinier marin, biologiste marin, et l'aquaculture, mon Dieu. Quant à ça, on va mettre aquaculture. En adéquation avec l'environnement, développement, forcément. Non, mais, alors, monsieur attention, parce qu'il ne faudrait pas que certaines personnes qui se disent écologistes viennent nous parler de protectorat. Tout à fait. Parce que quand on parle de protectorat, il n'y a pas de développement. Et la meilleure façon de protéger, c'est de développer. Quand vous mangez quelque part, vous allez toujours en prendre soin. Monsieur Rabouteur, vous avez parlé de 500 000 Guadeloupéens. Est-ce que, justement, vous êtes en train de déconstruire ce que beaucoup disent que le pays est trop petit, qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, etc. Dites-nous un peu plus sur cette vision qui est possible. Alors, ça n'a aucun sens, histoire de superficie. Je prends un cas concret. Si vous prenez par exemple les pays asiatiques, l'un des pays où il y a le plus d'habitants au mètre carré, c'est Singapour, c'est Hong Kong, c'est Taïwan. Donc, ils ont mis en place, ils sont partis du principe qu'on a une population importante. Donc, comment faire comment faire pour se développer? Je rappelle que dans les années 50-60, et c'est pour ça que je suis naturellement optimiste, le développement, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Ça évolue, mais vraiment très, très vite. Par exemple, on regardait un rapport dans les années 50 concernant ce qu'on appelle aujourd'hui les dragons.
d'accord, les nouveaux pays industrialisés. Eh bien, dans ce rapport, la Banque mondiale disait, voilà des pays qui souffrent de tous les maux MAX, possibles et inimaginables, surpopulation, corruption, analphabétisme, etc. Et le rapport concluait, on ne peut imaginer un quelconque développement pour ces pays-là. C'est pour ça que je dis que tant qu'il y a une population dans un pays, d'accord, il y a de l'espoir. D'accord, c'est pas même je prends par exemple un pays comme Haïti. Haïti a des potentialités énormes. Ah oui. Mais le jour où ces gens-là vont décider de se mettre au travail et d'œuvrer pour l'intérêt, non pas individuel, mais collectif, ça sera un effet extraordinaire. Est-ce que Okay? c'est pas ça notre problème, justement? Oui, mais c'est la population qui est la base, c'est la population qui décide de tout. D'accord, on dit qu'il n'y a pas d'argent en Haïti, mais moi, quand je faisais cours en Haïti, d'accord, je suis rentré dans une banque et ça croulait sous l'argent. Le gars qui nous a reçus, parce qu'on devait changer notre argent, je devais changer donc des euros pour avoir des goudes, il nous a laissé dans son bureau était rempli de billets. Okay, donc j'étais avec mon collègue Jean-Gabriel Montauban, il m'a dit, mais pèse-moi Joël, on est bien en Haïti. Il a dit oui, mais comme les gens ont peur, d'accord, ont peur, parce que tu as parlé tout à l'heure de charpente institutionnelle, oui, si on n'a pas confiance, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On planque son argent dans les banques et on attend. Donc il y a un moment où finalement la confiance doit régner, ça peut passer par un débat démocratique, ça peut passer par, comment dirais-je, le choix de la population, et à ce moment-là, eh bien, on crée des institutions solides, on lutte contre la corruption, comme ça a été fait en Asie, et on peut imaginer un décollage. D'accord? Donc, quelque part, on rencontre des difficultés aujourd'hui. Nous avons une crise, qui est une crise sanitaire, qui nous empoisonne la vie, d'accord? Je pense que, bon, c'est cyclique, hein? C'est la courbangie des économistes. Hein? Il y a un moment où finalement, ça va repartir, tôt ou tard, d'accord? Et je ne sais pas si vous remarquez, mais on se rend compte que l'intensité donc, de ces variants ne cesse de diminuer. Donc, s'il y a un prochain variant, ce que je n'espère pas, hein, je pense que son intensité sera moins importante que Delta, par exemple. D'accord? Donc, tôt ou tard, de toute façon, il faudra rebondir et il faudra repartir. Alors, tu avais posé une question tout à l'heure sur ma réflexion en matière donc, de développement. C'est une question que je me suis posée très tôt, depuis à l'époque où j'étais étudiant. J'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai regardé la Guadeloupe depuis ma chambre d'étudiant et je me disais, mais en faisant un diagnostic, qu'est-ce qu'on a? Sur quoi on peut tabler? D'accord? On a trois choses importantes. On a un environnement extraordinaire. OK? Donc, tout de suite, on peut faire le lien avec le développement touristique. On a une jeunesse et on a des infrastructures. Par exemple, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on a un CHU. Est-ce que vous savez que, par exemple, un touriste américain ne va jamais venir dans un pays s'il n'y a pas un centre hospitalier universitaire? Donc, ça peut paraître paradoxal, mais c'est une force que nous avons. Saint-Kitts fait sa publicité parce qu'il a un plateau technique à 25 km à vol d'oiseau. Excusez-moi, messieurs, on va partir du côté du téléphone. Ludivine, c'est à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Ludivine, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vous présenterai désormais la rubrique Un jeune, un parcours. Pour parler de la valorisation de la Guadeloupe d'une autre manière, donc la diaspora antillaise, nous allons aborder aujourd'hui avec M. Thierry Corbin, qui est un des concepteurs de la chaîne Ricebox, une nouvelle chaîne de restauration caribéenne située à Clichy sur Paris. Nous allons donc parler avec lui donc, de la valorisation outre-Atlantique de la Guadeloupe. Bonjour Thierry, je vous laisse vous présenter. Bonjour, je vous entends très mal. Allô, bonjour Thierry. Allô, oui, je vous entends pas très bien, je vous entends très loin. Enfin, bonjour aux auditeurs. Bonjour Thierry. De Canal 10. Donc, et merci de me faire cet honneur. Merci d'être avec nous aujourd'hui Thierry, nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, oui. Dans un premier temps, je vais vous laisser nous parler du concept Ricebox. Le concept Ricebox est le continuum de ce que nous avions créé en 2007 en Guadeloupe et qui a connu quelques déboires, notamment en 2013 lorsque nous avons eu cet énorme dégât des eaux et qui ne nous a pas permis de nous relever faute d'un fonds de roulement suffisant. Et c'est vrai que m'a été donné, grâce à un groupe local implanté en Guadeloupe, une opportunité que d'exporter cette idée et de la faire vivre sur Paris.
puisque nous avions fait des études de marché sur Paris qui nous permettaient d'imaginer que, compte tenu de notre diaspora qui est très importante et de tous ces courants migratoires qui viennent sur Paris, qui aurait pu permettre effectivement de voir Icebox mieux s'implanter. Et en fait, on a créé donc cette première entité qui se trouve à Clichy, qui a ouvert il y a un mois, qui se porte très bien, qui est l'aboutissement d'une année de travail acharné sur les études de marché que nous avons réalisées et surtout de préparer une cuisine d'exception, et c'est ce que nous avons fait ces derniers jours. Très bien, merci Thierry. Pouvez-vous donc nous en dire plus dans cette mesure, un peu sur les valeurs que prône Icebox? En fait, on veut transmettre une cuisine authentique, une fusion qui raconte l'exceptionnelle biodiversité de la Caraïbe en général. Et c'est vrai que les valeurs qu'on prône sont surtout basées sur le goût, parce que ce sont des plats frais qui sont savoureux. La qualité aussi de nos produits, qui sont sélectionnés avec soin. Il faut savoir que dans le cadre de certains partenariats que nous avons fait avec la Guadeloupe, les établissements, par exemple, comme là, nous permettent donc d'exporter des condiments qui nous permettent de réaliser nos marinades. Voilà. Pour votre information, on a lancé le menu de Noël avec le jambon fumé à la canne à sucre de Fabrice Calab, qui est aussi notre partenaire dans le cadre de Traiteur Pays. Donc l'idée de co-brander avec des acteurs locaux nous paraît une solution essentielle, puisqu'elle permet aussi de valoriser l'ensemble des acteurs locaux qui sont dans le cadre de l'agrotransformation. Et c'est un continuum pour moi de tout ce que je fais depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'est vrai que sur les valeurs, l'idée de travailler sur cette immersion de la culture caribéenne nous permet d'ouvrir sur la Grande Caraïbe, parce que la Caraïbe, c'est pas que la Guadeloupe, la Martinique, c'est tout un ensemble d'îles, un chapelet d'îles qui ont subi des courants migratoires et qui nous ont apporté des techniques culinaires qui nous permettent de sublimer cette cuisine qui, pour ma part, je pense, est une cuisine exceptionnelle. Voilà. Tout à fait, tout à fait. C'est très important, effectivement, de faire la Caraïbe briller outre-Atlantique. Sur une note un peu plus légère, du coup, est-ce que vous auriez quelques exemples de spécialités que vous proposez à nous présenter, s'il vous plaît? Écoutez, je vais sortir un petit peu des sentiers battus de nos madeleines de Proust, même si, effectivement, on fait ce qu'on appelle le poulet bonbon, qui est une sorte de chutney d'oignon au curry avec un haut de cuisse désossé sans peau pour avoir une qualité de poulet supérieure, élevé en plus au grain, puisque c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir des produits d'exception qui nous permettent de faire une cuisine d'exception. Parce que je considère qu'on ne peut pas faire de bonne cuisine si on n'a pas de bons produits. Mais sinon, effectivement, on s'inspire... le dénominateur commun de la Caraïbe, ça reste le riz et les pois. Mais en dehors de cela, pour vous donner un petit exemple, on a validé une recette il y a quelques jours sur un travers de bœuf qui est confié à basse température pendant 5-6 heures et qui est agrémenté d'une sauce avec une maridane d'épices, avec une base cajun qui s'inspire donc de la cuisine cajun, puisqu'il faut savoir que la cuisine créole est une cuisine qui est née en Caroline du Sud, précisément en Louisiane, et qui n'est ni plus ni moins que la cuisine raffinée de la cuisine cajun. Donc on essaye de sublimer l'ensemble de ces cuisines-là pour pouvoir donner du goût et à notre cuisine et de ses signatures Icebox. Voilà. Très bien, merci. Et pour finir, une dernière petite question. Quel conseil pourriez-vous donner à ceux qui souhaitent entreprendre malgré la crise actuelle? Je crois que c'est le moment idéal pour lancer dans l'entrepreneuriat, à condition bien évidemment d'avoir ça dans son ADN, à condition d'avoir identifié son marché, d'être effectivement ultra motivé, parce qu'actuellement vous avez quand même des prêts qui sont extrêmement avantageux pour les créateurs. Vous avez des aides mises en place par l'État qui sont aussi intéressantes. Vous avez des coûts immobiliers qui sont actuellement faibles et qui permettent à certains jeunes créateurs de pouvoir s'installer.
Vous avez aussi des équipements au rabais qui peuvent être intéressants pour certains, selon ce sont les grosses activités, bien évidemment. Vous avez des employés aussi qui ont changé d'itinéraire, qui sont motivés peut-être pour aller dans certaines filières. Donc tout ça fait que ça peut être intéressant de s'y pencher et ne pas voir toujours le côté noir de ce qui se passe actuellement dans cette crise, quoi. Effectivement. Donc, je vais rester sur cette dernière note avec vous. Effectivement, il faut savoir, je pense, rebondir. Donc, se servir de la difficulté, entre guillemets, de la crise pour pouvoir pour pouvoir innover, en fait, tout simplement. Donc, je vous remercie, Thierry. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Je ne vous remercie, Thierry, d'avoir partagé cet instant avec nous. Et je laisse la parole à mes collaborateurs. Merci, Thierry. Je vous remercie. Alors, bientôt. Je salue mon ami Thierry. Merci. J'ai pas entendu. Je salue Thierry. Comment tu vas? Ça va bien? C'est qui? Patrice. Ah, comment vas-tu, Patrice? Excuse-moi parce que j'ai pas l'écran devant moi, c'est pour ça. Ah, d'accord. Bon. Mais écoute, c'est très gentil de votre part. En tout cas, c'était important pour nous de saluer le travail, justement, qui est en parfaite corrélation avec le thème d'aujourd'hui. Justement, on se projette sur une Guadeloupe ambitieuse, une Guadeloupe qui, justement... la Guadeloupe ambitieuse, moi, je crois que nous avons... Enfin, pour résumer, faire court, Patrice, on a des talents exceptionnels chez nous, mais encore faut-il que, et c'est pour ça que ton émission est très intéressante, encore faut-il que faire se peut qu'on fasse des focus et qu'on suive tous ces talents quand ils commencent au milieu de leur itinéraire et comment ils font pour s'en sortir. Parce que souvent on fait des focus et ensuite après on oublie ces talents, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Très bien, merci Thierry. Voilà. Et un site internet, si on veut te contacter? Écoute, le site, bonne question. Il faut faire Ricebox Club. On a des community managers qui sont extrêmement efficaces avec une responsable marketing hors pair. Et c'est vrai que là, on est carrément remonté au niveau du haut de Google. Donc, il suffit de faire Ricebox Club et vous trouvez toutes les informations avec un site qui est extrêmement bien réalisé, avec toutes les valeurs de l'entreprise qu'elle véhicule et surtout comment mettre en avant les acteurs de la filière. Ça, c'était pour nous très important. Donc, tout ça est sur le site. Très bien. Je te remercie. Voilà. Bonne continuation. À très bientôt. Et longue vie à cette nouvelle enseigne. Alors, mesdames, je souhaite que j'ai oublié de parler de vos tenues parce que vous êtes arrivés avec des tenues. Faites voir. Là, c'est la boutique. Oui, levez-vous. On va pas se lever. Mais oui, il faut vous lever. Moi, j'ai juste un top. Voilà. Donc, on a été sublimés. On ne te voit pas là. On a été sublimés la boutique Le Créateur. Un nouveau partenaire qui est la boutique des créateurs qui est à Grand Camp. D'accord. Brigitte, on peut voir. Donc, effectivement, bon, là, moi, j'ai une robe très longue. Viens. Waouh, je dois venir. Okay. On est chez nous, je ne comprends pas. On est entre nous. Mais voilà, je vais jouer au mannequin, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est une robe de la boutique des créateurs, effectivement, boutique qui accueille les créateurs de Guadeloupe, mais aussi de toute la Caraïbe. Donc, une robe très évasée, type africaine, super. Magnifique. Voilà. Et les accessoires aussi, il ne faut pas oublier. Tout à fait. Très bien. La boutique du créateur, c'est où? C'est à Grand Camp. À Grand Camp. Claudia Pentecôte. Ok, très bien. Alors, monsieur Rabouteur, on va terminer avec vous. Monsieur Nagamoussi, le mot de conclusion. On n'a pas réussi à joindre monsieur Sébastien. Donc, le technicien a essayé, mais on n'a pas réussi à le joindre. Donc, ça sera pour une prochaine fois parce que moi, je vous ai dit une chose en préambule. Je ne comprends pas que dans ce pays-là, que les économistes ne soient pas invités en médias. C'est pas normal. Et c'est pas faute d'avoir... Non, mais c'est un bitin qui... C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Un monde qui a travaillé dans l'économie, qui a travaillé pendant plusieurs années, qui a réfléchi à ces pays-là, ils n'ont pas qu'à inviter eux, puis ils ont dit ça, ils ont vrai. On ne va pas comprendre ça. Par contre, sur les médias, on entend, on ouvre l'antenne, on laisse parler Bruno, regardez Marie Beffaye, un tel qui a fait ci, un tel qui... qui profite le crime. Non, mais il faut qu'on arrête tout ça. En tout cas, nous, on va prendre notre responsabilité. On prend notre responsabilité. Et M. Rabouteur, dès que si vous êtes disponible, on va vous appeler, vous solliciter sur les thèmes, parce qu'on a besoin de votre vision. Et M. comment? Rappelez-moi j'ai oublié toujours. Sébastien. Alors lui aussi, et ainsi que M. Christian Sade aussi que j'ai eu, qui malheureusement est souffrant, mais que
L'idée, ça serait que vous puissiez intervenir à certains moments pour nous donner votre vision dans la culture business importante et très chère à l'idée de M. Nagam. Et nous avons des spécialités un peu différentes. C'est pour ça que chaque fois qu'on m'appelle, on me propose tel thème, je dis tiens, on a tel collègue qui est spécialisé, puisque nous sommes beaucoup plus nombreux que ça. Donc, vous allez nous faire remonter puisqu'on va faire un thème aussi sur le tourisme, quelle vision. On va faire un forum dessus. Non, ça sera moi. Il faudra parler de la culture aussi, l'industrie culturelle. On veut parler de ce mot-là, industrie culturelle. Justement, c'est sur ça que j'allais intervenir là, en voyant madame, en écoutant Thierry Corbin, justement, présenter un peu la gastronomie. En fait, il faut partir donc, du concept. C'est pour ça que j'ai bien adhéré au mot culture. Donc la culture, avec un K ou avec un C. J'aime bien une définition anglo-saxonne. Donc, il y a deux auteurs, Zins et Ritchie, qui parlent de l'économie culturelle. Et vous voyez que l'économie culturelle, c'est très, très vaste. Ça concerne l'artisanat. Donc là, vous avez vu un exemple concret. Ça concerne la gastronomie, ça concerne la religion, ça concerne l'histoire, ça concerne les us et coutumes. Par exemple, le carnaval rentre dans l'économie du culturel. J'avais fait un article sur la valeur économique, l'économie artistique. Ça concerne la peinture, la littérature, la sculpture, la religion, le système scolaire, l'architecture. Vous voyez, c'est très vaste, la culture. Donc, vous avez choisi comme intitulé de votre émission Culture Business. Le livre. Et oui, sûr. Donc, la littérature, tout ça. Voilà, le slammer, etc. Donc, c'est très vaste. La musique aussi, tout ça rentre dedans. Et c'est vrai que, bien sûr, la peinture, l'économie donc de la peinture, donc il y a de quoi faire. Donc, c'est très, très vaste. Et ils ont identifié les 12 éléments clés donc, de la culture. Donc, quand on parle de ça, vous pouvez faire une émission sur chacun des éléments. Et je peux vous garantir qu'une année ne suffira pas. D'accord? Donc, vous avez des spécialités comme ça, et c'est vrai que c'est très riche. Et la culture, c'est l'âme d'un peuple. Un peuple sans culture, je répète ça souvent, c'est pas possible. Et c'est vrai que nous avons une chance extraordinaire d'avoir une culture, je dirais une culture syncrétique. Parce que nous avons bénéficié de nombreux apports. Quand vous regardez autour de vous, vous avez toute espèce de nuances. C'est pour ça que on parle des hommes de couleur. La culture guadeloupéenne, c'est une culture syncrétique. On a bénéficié donc, des apports donc, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, des apports des Amérindiens. Et ça a fait une sorte donc, de mélange, une sorte de soupe. Et comme le pays est petit, eh bien, finalement, il y a eu interpénétration culturelle. Le plat national à Guadeloupe. On aime le colombo. Et c'est vrai, mais le plat national à Guadeloupe, c'est quoi? C'est le colombo. Et ça, c'est important. C'est ça, cette force-là que nous avons. Donc, je dirais que nous avons une culture métisse, une culture qui est... il y a un auteur qui parle beaucoup de ça. Donc, on parle justement de ce syncrétisme culturel qui fait partie donc, de notre originalité et qui fait qu'un Guadeloupéen, quel que soit là où il est, il va se sentir bien. D'accord? Il va en Afrique, il se sent bien. Il dit, mais j'ai amant les arbres, il va se trouver en Asie, il va se sentir bien. Et c'est ça la force. Et parce qu'on peut se dire qu'il y a d'autres pays où il y a effectivement des apports de populations différentes. Mais quand vous allez par exemple aux États-Unis, vous avez un quartier chinois, un quartier indien, un quartier adèque. Voilà, les gens ne sont pas véritablement mélangés et ils ne se partagent pas une culture commune. Or, nous sommes l'avant-garde avant nous-mêmes. Et c'est ça notre force. Et c'est peut-être pour cela que nous excellons dans tout ce qui est artistique. Nous excellons de la musique. Quand vous écoutez Feu des Varieux, mais quand je vois un peu le toucher de guitare qu'il avait, mais bon, on retrouve ça parmi les rock'n'roll, les gens qui jouent du rock pur. Voyez, donc et pourtant ça passe. Donc c'est peut-être ça notre force et notre identité. Nous avons une identité à préserver. On va s'arrêter là. Donc, en Guadeloupe de 2030. Voilà, dans 20 ans. Donc ça vous voyez qu'il y a pas mal de challenges à relever. Très bien. Alors, remerciement à Ludivine qui a fait sa première et excellent. Félicitations. Voilà, donc c'est Ludivine que vous allez retrouver dans la rubrique Un jeune, un parcours. Et là, c'était M. Corbin. Il n'était pas tout jeune, mais on tenait à le mettre en avant parce que c'est cette dynamique-là qu'on veut valoriser, la quête de l'excellence et ensuite l'exportation de ses savoir-faire. Et j'apprécie sa possibilité qu'il a eu de rebondir. Parce que c'est pas tout tombé, mais il faut savoir rebondir. Il a bien rebondi. C'est ça la difficulté. Merci. Pour l'interview de M. Casimir, vous allez retrouver l'intégralité de l'interview sur notre page Facebook Culture Business.
aussi sur Canal 10. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, mesdames. Merci. Et merci à nos partenaires. Et merci à nos partenaires, tous ceux qui nous ont contactés. Merci à tout le monde. Merci à M. Nagam. Tu peux Merci à rappeler M. l'adresse Raboteur. mail, s'il te plaît? Alors, c'est culturebusinesscanal10@gmail.com. Laissez-nous vos messages et puis les thématiques que vous souhaitez que nous puissions aborder les prochaines fois. Très bien. Notre Facebook aussi, Culture Business. Au revoir. Tout à fait. Au revoir. À la semaine prochaine.